La monarchie absolue de droit divin sera l'objet de cette deuxième vidéo. Le concept de monarchie absolue est une création des historiens. Les contemporains ne parlaient pas ainsi de leur régime. Pour eux, il s'agissait seulement de la monarchie. C'est une construction séculaire, cela veut dire qu'elle se construit lentement dans le temps. On peut considérer qu'il y a deux absolutismes, celui du XVIe siècle avec François Ier et son fils Henri II, et celui du XVIIe siècle avec la fin du règne d'Henri IV, Louis XIII et surtout Louis XIV. Ce dernier absolutisme perdure jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, jusqu'à la Révolution de 1789. Attention, un roi absolu ne peut pas être comparé avec un despote éclairé du XVIIIe siècle et encore moins avec un dictateur du XXe siècle. Ces derniers ont finalement plus de pouvoir que Louis XIV en son temps. Dans la monarchie absolue de droit divin, le roi est réputé être choisi par Dieu. La cérémonie du sacre est un moment extrêmement important. Le roi devient l'intermédiaire entre Dieu et son peuple. Elle a lieu généralement à Reims, sauf pour Henri IV, sacré à Chartres en 1594. Le roi est désormais le lieutenant de Dieu sur terre, et ses sujets lui doivent donc respect et obéissance. La tradition médiévale veut que le roi sacré est aussi un roi thaumaturge. Il a le pouvoir de guérir les écrouelles par simple apposition des mains sur les malades et par la récitation des paroles suivantes « Le roi te touche, Dieu te guérit ». Le roi absolu concentre les pouvoirs, qui d'après les juristes comme Jean Bodin au XVIe siècle, ne peuvent être séparés. Le roi est source de lois. Il fait exécuter ses lois par ses ministres et les officiers. La justice est rendue en son nom et il peut même envoyer lui-même en prison et sans procès un individu par lettre de cachet. François Ier impose une première forme d'absolutisme. Les guerres et les dépenses somptuaires ont ruiné la noblesse, qui dépend totalement du roi pour subsister. C'est sous son règne et celui de son fils Henri II qu'une nouvelle noblesse se développe, la noblesse de robe issue des fonctions juridiques anoblissantes. La cour suit le roi de château en château durant tout le règne. Un autre élément qui rend le roi plus puissant, la possibilité que lui offre le Concordat de Bologne de 1516 de nommer ses propres évêques. L'Église de France est donc sous le contrôle du roi. La glorification du roi passe aussi par les armes, je vous renvoie à la vidéo précédente, mais également par les artistes qui travaillent pour le roi. On ne peut pas vraiment parler de propagande pour l'époque, mais François Ier et plus tard Louis XIV ont bien compris l'utilité d'un rayonnement artistique sous leur règne. Louis XIV va plus loin dans le renforcement de son pouvoir absolu. Se souvenant de l'épisode de la Fronde, il va dompter la noblesse et garder un œil sur elle dans son palais de Versailles. La cour se fixe à Versailles en 1682, mettant fin à l'itinérance traditionnelle du roi et de ses courtisans. Les conditions de vie y sont précaires, mais c'est un honneur de vivre au plus près du roi. Louis XIV établit une véritable mise en scène de son pouvoir. Tout est réglé heure par heure, selon l'étiquette. Le lever, le souper, le coucher du roi sont des cérémonies où les courtisans sont choisis pour pouvoir y assister. Le tout est fait en musique. Louis XIV impose un cérémonial lourd et strict et il s'y tient toute sa vie. Quand il est absent, les courtisans doivent par exemple s'incliner devant son lit vide. Les courtisans dépendent totalement du souverain en touchant des pensions, mais une disgrâce entraîne l'éviction du château de Versailles. L'absolutisme a des limites nombreuses qui tiennent aux traditions héritées du Moyen Âge. Le roi ne peut pas faire tout ce qu'il veut. Un président de la Ve République a plus de pouvoir que Louis XIV. Hormis les difficultés inhérentes à l'époque, lenteur des communications et des déplacements, difficulté de contrôler tous les officiers, le roi doit respecter les lois fondamentales du royaume. Il ne doit pas vendre ou donner une partie de son royaume. Il ne peut pas choisir son héritier. C'est la fameuse loi salique qui veut que l'héritier du trône est un descendant mâle par voie masculine. Il doit respecter les hiérarchies sociales. Le clergé est considéré comme le premier ordre du royaume. À cela, il faut ajouter le fait que le roi doit être catholique. Il doit enfin tenir compte des assemblées élues et des parlements, ces cours de justice supérieure. Les rois leur imposent de plus en plus à ces parlements des lits de justice, c'est-à-dire l'enregistrement obligatoire des édits en menaçant d'exiler les magistrats récalcitrants. Leur droit de remontrance, c'est-à-dire
La possibilité de critiquer le roi est également limitée par Louis XIV en 1673. Toutefois, les États généraux, qui sont la réunion des députés des trois ordres, ne sont plus réunis après 1614, laissant plus de champ libre aux monarques absolus. On l'aura bien compris, les rois absolus de droit divin sont des monarques plus puissants et mieux respectés par le peuple et la noblesse que leurs prédécesseurs, mais ils doivent composer avec des traditions héritées qui freinent leur pouvoir.